l'islam est incompatible avec les Lumières, l'islam est incompatible avec la démocratie, l'islam est incompatible avec la République. Elle est voilée, elle a un comportement de colonisateur comme une... La France a inventé les droits de l'homme. Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça le français. La colonisation française. Parce que ce long épisode d'une histoire commune aide à comprendre des mécanismes que l'on retrouve encore aujourd'hui. La France n'a jamais commis de génocide. Je veux bien, il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. Et je dis, le jeu en valait la chandelle. La France n'a pas inventé la solution finale. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. Que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. À Ain Abid, le 22 août, on exécute son sommation devant les caméras. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. Le racisme, ça, faut parler. C'était quand même... Ils étaient considérés comme des sous-hommes. C'était ça. C'est ça qui m'a choqué, moi, chéri. Plus de 900 cadavres algériens découverts dans un charnier dans les Aurès, 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est ce que révèle ce matin le journal Libération. Le charnier a été découvert le 9 février dernier par les enfants de l'école de Kenchela, qui creusaient le sol pour aménager un terrain de sport. Parmi les corps dégagés, il y avait des corps d'enfants, certains atrocement mutilés, précise Libération, une enquête de Didier Schild. Les écoles sont envahies maintenant, ici à Lille. Vous voyez, bon, on a encore créé une école ici qui est pas loin de chez moi, où on a que ça, 80% d'étrangers dans les classes, où on commence à apprendre l'arabe. C'est pas logique. C'est pas une langue, à votre avis? Non, non, c'est pas une langue. La langue courante, je crois que pour les Français, c'est l'anglais. Mon fils, il est au lycée, il apprend l'anglais. Ma fille, elle est au lycée, elle apprend l'anglais. À l'occasion, l'allemand. Ou espagnol. C'est tout. L'arabe. On n'a pas besoin. Bah, on n'est plus en France. Enfin. Oui, je suis islamophobe, et alors? C'est normal? Bah, bien sûr. On étouffe, on étouffe. La France est une fourmilière. La France est une fourmilière envahie par les fourmis, mais pas par les Français. Je suis contre l'islam qui pose problème. Ce que je peux dire, c'est que moi, quand on me traite de boulot, j'aime pas quand je me sens mal à l'aise. Ça vous alors? Ah oui. Moi, je ne trouve pas normal qu'on tue des animaux. Je ne trouve pas normal qu'on voile des femmes. Je travaille en essayant de placer des jeunes, c'est mon emploi. Il m'arrive souvent d'avoir des employeurs qui demandent, qui proposent des offres d'emploi, qui demandent des jeunes candidats. En précisant pratiquement une fois sur deux, surtout pas des jeunes maghrébins. À chaque fois, je vois balader les entrepreneurs qui disent ça, en leur expliquant que c'est contre la loi qui existe depuis 1972. Et je me fais engueuler par mon employeur et par mon directeur parce que je n'ai pas à dire. Priez chez vous, mangez à l'aide chez vous. Ils en ont assez d'être la cible de ratonnade et de ce racisme latent qui fait le plus mal. Pour que cela change, ces enfants d'immigrés ont créé Texture, Miroir et Femmes Maghrébines, 3 associations à cheval sur Lille et Roubaix, la ville voisine où Le Pen fait un tabac. Contre le racisme, ils organisent des manifs, font la grève de la faim. Ils ont ouvert une permanence juridique qui est constamment débordée, mais ils n'en restent pas là.
là, bah, très bien, L'islam voilà. est une Enfin, saloperie. vous merci madame, c'est très gentil. Voilà. Donc, C'est un danger pour la France. Absolument, je suis désolée. La France, vulgairement, ça devient une petite poubelle. Du fait des étrangers. Je ne suis pas raciste, non. Mais, vous savez, quand il y a un étranger qui vient en France, on l'admet, les autres, ils suivent. Hein. Les autres suivent. Au pays des ancêtres, chacun sa patrie. La terre des pères, chacun la sienne. Nos ancêtres les Gaulois, habitaient des huttes en bois. Vous savez que vous êtes en France quand même. Qui nous dit ils ont crié Allahu Akbar et ont tiré sur la foule. Un homme s'est approché des policiers, armé d'un long couteau, en criant Allahu Akbar. Le périple du tireur s'achève au Super U de Trèbes. Il arrive en criant Allah Akbar et tue directement 2 personnes. Allahu Akbar! Et là, il s'est mis à crier à la Akbar, et là, je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis barrée en courant. Qui nous dit ils ont crié Allahu Akbar. Allahu Akbar! You want me to explode? Yes! That's what I've been waiting for! Okay, I'll try. Allahu Akbar! Et là, il s'est mis à crier à la Akbar, et là, je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis barrée en courant. Baby secret, she whispers, just to you. Allahu Akbar. Un homme s'est approché des policiers, armé d'un long couteau, en criant Allahu Akbar. Ils étaient tous pareils, ils étaient tous chauds pareils, hein, que ce soit le policier ou le monsieur, ils s'est envoyé les deux. Bizarrement, quand il est tombé, il n'y avait rien. Il a même un couteau, il n'y avait pas. Même un couteau, il n'y avait pas. Nous, on l'a vu parler, madame, je vous promets, c'est moi qui l'ai dit. Même un couteau, il n'y avait pas. J'ai entendu, il est rentré au commissariat. Tiens, je me suis dit, c'est bizarre, il est rentré au commissariat. Il n'est pas rentré au commissariat. Deuxièmement, il avait une arme. Tiens, il avait une arme, il n'avait pas d'arme. Troisièmement, il a crié Allahu Akbar. Il n'a pas crié Allahu Akbar. Et quatrièmement, il avait une ceinture d'explosifs sur lui. Mais c'est bizarre ça. Nous, qu'on était là, on n'a pas vu ça. Paris, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il tient en une phrase vraiment très simple. Alors même si t'es complètement con, une possibilité que je n'écarte pas, tu devrais comprendre. T'es prêt? On y va, écoute bien. Donne-moi tout ce que t'as. Ou bien je te tue. Je m'appelle Marc Granier.
je suis né comme Jean Moulin à Béziers, le 28 octobre 1953. Et ce que j'ai à vous dire est très grave. En effet, je me suis aperçu que nous vivons dans une dictature depuis longtemps. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Monsieur Fioril m'a expliqué il y a 3-4 ans et j'en ai conclu que, évidemment, ça n'a été que de la confirmation de ce que je pressentais, de ce que je ne voulais pas croire. J'ai été muté à la CRS numéro 1, à la section moto d'escorte, qui s'occupe des hautes personnalités depuis que le général de Gaulle a nommé cette CRS numéro 1 pour la protection des hautes personnalités. Qui dit CRS dit maintien de l'ordre. Compagnie anti-émeute, manif et CRS-SS depuis 1968. Je suis arrivé pour représenter la CRS-1 en compétition. Je l'ai dignement représentée pendant 35 ans. J'ai eu des tas et des tas d'articles et de photos et j'ai toujours mis en avant ma fierté d'être CRS. Et le 11 avril 2006, alors que nous étions en entraînement de tir à moto au fort de Montlignon, j'ai gravement été blessé par balle. La balle est rentrée dans mon dos et est ressortie au nombril. Elle est passée sous le gilet pare-balles et j'ai ramené la moto, il me restait une 50aine de mètres à faire. On m'a descendu de la moto, on m'a déshabillé, la balle était posée sur le nombril. À ce moment-là, le fonctionnaire qui m'avait tiré dans le dos à bout portant, je lui ai demandé de venir, je lui ai donné la main et je lui ai dit « Régis, ça n'est pas grave, hein, je préfère être à ma place qu'à la tienne. » Et pendant 2 ans, j'étais persuadé que c'était un accident. Et puis, le comportement de Régis m'a paru bizarre. Non seulement il ne m'a plus jamais reparlé de cet accident, mais je me suis aperçu, sans qu'il me le dise, qu'il ne pouvait pas me saquer. Et là, j'ai mené mon enquête. Et vite fait, je me suis aperçu que cela avait été commandité. N'hésitez pas à parler aussi de ce que vous aviez découvert, de ces détournements de fonds. Alors, sur le moment, je me suis... quand j'ai découvert que ça avait été commandité, j'ai mis quelque temps à être sûr, j'en ai parlé avec des amis de confiance et j'étais persuadé que, alors je suis persuadé que ça a été commandité par monsieur Claude Guéant. En France, Claude Guéant, condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme. La Cour d'appel a donc durci la sentence et confirmé les 75 000 € d'amende et l'interdiction de toute fonction publique pendant 5 ans pour l'ancien ministre de l'Intérieur. La justice lui reproche d'avoir profité d'un système de versement de primes en liquide au sein de la police quand il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Qui était à l'époque directeur du ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Ils avaient comploté ça parce que j'étais un sous-brigadier, c'est-à-dire le brigadier c'est déjà une merde. Alors j'étais déjà moi une sous-merde. Alors une sous-merde, on n'hésite pas à éliminer une sous-merde qui fait chier. Seulement mon combat, je l'ai fait et je ne baisserai jamais les bras parce que je veux que les Français sachent
que M. Robert Moulin, ministre du Travail, a été assassiné. C'est la plus grande énigme de la Ve République et elle n'est toujours pas élucidée. Il y a 38 ans, quasiment jour pour jour, Robert Boulin a été retrouvé mort dans un étang en région parisienne. Robert Boulin, c'était le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing. Il était surtout pressenti pour devenir Premier ministre. Dès la découverte du corps, on parle d'un suicide, c'est la version officielle. Mais assez rapidement, des doutes, des incohérences apparaissent. La famille et certains responsables politiques parlent ouvertement d'assassinat. Que monsieur le Premier ministre Bérégovoy a été assassiné. Nous sommes dans la banlieue ouvrière de Rouen, dans les années 30. Pierre Bérégovoy s'appelle alors Bérégovoy. C'est un enfant d'immigrés. Son père est arrivé d'Ukraine quelques années plus tôt. En pleine Seconde Guerre mondiale, Pierre Bérégovoy est embauché au chemin de fer. Une période charnière. Il n'a que 17 ans et découvre alors l'engagement syndical. Et le syndicalisme le conduit tout naturellement vers la politique. Nous sommes en 1971 au congrès d'Épinay, le congrès fondateur du Parti socialiste. C'est ce jour-là qu'il tombe sous le charme d'un des leaders de la gauche. Son nom, François Mitterrand. Et avec François Mitterrand, Pierre Bérégovoy découvre l'ambition. Il commence à rêver d'un grand destin. Il pense qu'un jour il sera ministre. Nous sommes le 21 mai 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République et toute la gauche est en liesse en ce jour de cérémonie d'investiture au Panthéon. Voici maintenant l'arrivée de François Mitterrand sur la place du Panthéon, certainement à l'endroit. La fête bat son plein, et c'est pourtant à ce moment-là que Pierre Bérégovoy va choisir de retourner travailler. Voilà pourquoi sur cette dernière photo de famille, Pierre Bérégovoy n'est plus là. Pendant que les socialistes célèbrent la victoire, lui est déjà plongé dans les dossiers de la future présidence. François Mitterrand nomme donc Pierre Bérégovoy secrétaire général de l'Élysée. Un poste habituellement réservé aux énarques. 3 ans plus tard, il devient ministre des Finances. À l'époque, le ministère des Finances est encore installé ici, dans le palais du Louvre. Pierre Bérégovoy découvre les fastes du pouvoir économique, un monde d'argent, de banquiers et d'hommes d'affaires. Un monde dont il ne mesure pas encore tous les dangers. Car le ministre des Finances est par tradition très courtisé par le monde des affaires. Et Pierre Bérégovoy va se laisser séduire. Et parmi ces nouvelles relations, il y a entre autres Samir Traboulsi, un puissant intermédiaire entre la France et le Moyen-Orient. Mais il y a aussi Roger Patrice Pelat, un homme d'affaires proche du pouvoir. Patrice Pelat était un homme très séduisant aussi. Roger Patrice Pelat était un des amis les plus proches de François Mitterrand. Il était aussi d'ailleurs l'ami de Jean-Luc Lagardère, l'ami d'un certain nombre de grands dirigeants industriels. Et peu à peu, Pelat est entré dans la vie de Bérégovoy. Et le ministre des Finances ignore encore que ces 2 nouveaux amis vont bientôt devenir très encombrants. Car en 1988, messieurs Traboulsi et Pelat sont impliqués dans l'un des plus gros scandales de l'ère Mitterrand, l'affaire Péchinet, un délit d'initié dans les coulisses de l'État. L'hôtel Matignon, la résidence des premiers ministres. Pierre Bérégovoy en a toujours rêvé. Pierre Mauroy, Michel Rocard, Laurent Fabius, Édith Cresson, à 4 reprises, Pierre Bérégovoy a vu ce poste lui échapper, avant que François Mitterrand se décide enfin à lui confier les rênes du gouvernement. Il était très, très malin, a choisi de refaire le coup exact de ce qu'avait fait Kennedy dans le bureau ovale. On était estomaqués quand les photos sont arrivées, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que Bérégovoy fasse du Kennedy. Et ce nouveau statut va lui donner des ailes. Après Matignon, il ne reste qu'une marche à gravir pour atteindre le sommet, l'Élysée. Bérégovoy, président de la République, une ambition secrète qu'il ne confiera qu'à quelques proches. Et puis, il y a les sondages qui le confortent. À 3 ans des prochaines élections, il apparaît pour la première fois parmi les présidentiables avec 49% d'opinion favorable. Mais ces réunions secrètes deviennent de plus en plus fréquentes. Pierre Bérégovoy semble plus motivé que jamais. On cherche le secret des gourous, ceux qui ont aidé François Mitterrand.
Et ça durait très longtemps. Et Pilon et moi, on était assez surpris. La parole est à monsieur le Premier ministre. Au contraire, il choisit d'évoquer le sujet le plus sensible du moment, la corruption. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé au garde des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. Mais le Premier ministre n'en a que faire. Il poursuit son discours avec la même fermeté. Les procédures seront conduites à leur terme dès lors qu'elles révéleront des actes frauduleux commis à des fins d'enrichissement personnel. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Arrive enfin le 28 mars 1993, le soir des élections. Les socialistes ont encore un maigre espoir. Un score honorable pourrait apaiser Pierre Bérégovoy. Vous allez voir apparaître les chiffres, une véritable déroute pour la gauche et notamment pour le Parti socialiste. Les résultats sont là. C'est la plus grande défaite de l'histoire pour le Parti socialiste. Ils perdent les 3/4 de leurs députés à l'Assemblée. Moins d'un an après sa nomination, le 30 mars 1993, Pierre Bérégovoy quitte donc Matignon. Sans plus d'explications, Pierre Bérégovoy quitte l'Assemblée pour retourner seul au bord du canal. Lui décide d'aller dans un endroit très, très paisible. Et c'est ici, dans cet endroit qu'il connaît si bien, loin du tumulte de la vie politique, que Pierre Bérégovoy a choisi de mettre fin à ses jours. Il était dans un petit bosquet étendu. Monsieur Pierre Bérégovoy est décédé le samedi 1er mai 1993 à 22h15 au cours de son transfert à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce. Miné par le doute, Gilberte Bérégovoy laissera même ce mot à l'un de ses proches. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été suicidé? L'épouse de Pierre Bérégovoy s'éteint sans avoir trouvé de réponse le 5 novembre 2001 à l'hôpital des Invalides. Et c'est ce jour-là que l'on va découvrir qu'elle n'était pas la seule à avoir des soupçons. À Nevers, depuis le début de l'année 2001, un commissaire de police mène une enquête secrète sur la mort de Pierre Bérégovoy. Ce policier s'appelle Hubert Marty-Vraillance. C'est un ancien agent des renseignements généraux, longtemps basé à Nevers. Il me dit, voilà, votre beau-père a été assassiné par un commando d'hommes grenouilles, monsieur Cottineau. Et sachez qu'avec des armements modernes, on peut viser un homme à 250 mètres et le tuer. Il lui tend alors son rapport, 30 pages écrites à l'attention des renseignements généraux, dans lequel il dénonce, ni plus ni moins, un crime d'État. On découvre tout d'abord que 2 coups de feu auraient été entendus par des promeneurs ce jour-là, le long du canal. 2 coups de feu qui ne collent pas avec un suicide. Une thèse d'autant plus crédible qu'aucun résultat d'autopsie ni de test balistique n'ont été publiés après l'enquête officielle menée par la gendarmerie. Ce rapport des renseignements généraux, qui met en doute l'enquête officielle, est envoyé à la presse. La presse qui va, elle aussi, mener ses propres investigations. Et un nouvel élément troublant apparaît alors dans cette vidéo du dernier jour. Tout le monde s'interroge sur la mystérieuse disparition d'un carnet noir que Pierre Bérégovoy portait sur lui quelques minutes avant sa mort. Sur cette image, on voit Pierre Bérégovoy qui se saisit d'un carnet. Et ce carnet va énormément faire jaser ensuite parce qu'il va disparaître. Après la mort de Pierre Bérégovoy, on ne le retrouvera plus. Si le carnet disparaît, c'est parce que soit le tueur, soit quelqu'un d'autre qui s'est approché de lui, avait intérêt à ce que ce carnet disparaisse. Le carnet devait forcément receler des choses importantes pour qu'on le subtilise. Que monsieur Coluche a été assassiné. Mais la raison pour laquelle ce sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. Des gens comme Coluche, on lui avait proposé la Légion d'honneur et par derrière on l'assassine. Comment pouvez-vous supporter de travail, m'ont dit. Oh mais Marc, oublie tout ça.
oublie tout ça, prends ta retraite, et puis pars à l'étranger. Et je leur ai dit non, je suis un ancien béret rouge, un béret rouge ne trahit pas et n'abandonne pas. Un béret rouge n'abandonne jamais. Béret rouge, béret vert, tous ensemble. Tous, les bérets rouges, les anciens bérets rouges, les anciens bérets verts, venez avec nous le 5 mai 2018, place de la Concorde. Nous devons mettre fin à ces criminels qui nous gouvernent. Voilà, ça c'est pour les parents. Maintenant, mes collègues, il y en a qui ont eu les larmes aux yeux quand ils ont compris que ce que je disais était la vérité. Parce que la blessure par balle, ça allait, j'aurais encaissé. Si, à ce moment-là, on m'avait dit, écoutez, monsieur Granier, on a fait une connerie, mais voilà, est-ce que... Eh bien non, ils sont allés plus loin. Et ils sont allés à un endroit où je ne pardonnerai jamais. C'est impardonnable. Ils ont comploté pour, à 3 reprises, me mettre une balle dans la tête et dire que c'était un suicide. Ah ben bien sûr, le policier, il a son arme individuelle, hein, et puis c'est facile. C'est facile. Il y en a beaucoup qui ont été éliminés comme ça. Énormément. Je connais mon ami Xavier Merlin, qui travaillait à la direction zonale. Eh bien, ça a été mon premier confident. Ça a été le seul à la CRS 1 à m'encourager. Il m'a dit, Marc, n'abandonne pas, ce sont des fumiers. Eh bien, il l'a payé très cher. J'espère que c'est pas de ma faute si il a été tué, parce qu'il a été tué le lendemain de l'attentat du Bataclan. Et c'était quelqu'un qui connaissait énormément de choses. Je vais vous dire ce qu'il m'avait dit lorsque j'étais en interrogation sur l'affaire Mera. Je vais vous dire, et je vais vous dire que je pense que c'est pour ça qu'il a été tué. Eh bien, sur l'affaire Mera, il faut savoir que Mera, les Américains l'avaient intercepté dans les pays où ils s'entraînent pour le djihad. Et les Américains ont dit à la France, nous tenons un djihadiste français qui s'est entraîné dans les camps et qui rentre en France. Que faisons-nous? La France a dit, laissez-le. Et M. Mera était un agent qui travaillait pour la France. Seulement, cet agent-là, ils l'ont assassiné. Selon elle, la thèse du tueur au scooter est une invention. Mohamed Merah aurait été un agent des services français et c'est pour cela qu'il aurait été éliminé. Il y a quelques instants, je vous le rappelle, le parquet de Paris contestait formellement cette thèse de l'avocate. Écoutons pourtant l'avocate du père de Mohamed Merah. Interview recueillie par Romain Clément et Grégory Roudier. Jusqu'à présent, on nous a servi à l'opinion publique une seule thèse, le tueur au scooter, responsable de cette mort. Il n'y avait pas d'autre choix face à ce type surarmé et qui était capable de faire face à 300 ou 400 policiers, même si on n'avait pas sur le palier 300, mais enfin des services spéciaux, on va dire. Plus, ce qu'on apprend aussi, c'est des relations très serrées avec des gens des services de renseignement qui connaissaient apparemment depuis longtemps. Vous avez des documents là-dessus? Vous avez des preuves? C'est ce qui ressort des vidéos qu'il a enregistrées lui-même. Et qui sont donc précédentes au siège? Non, qui sont pendant le siège. Où il parle à des agents? Voilà, on lui envoie les gens qu'il connaît pour négocier. Et on lui propose de partir à l'étranger, de changer de nom, de l'exfiltrer en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Et comme il refuse, on décide de l'éliminer. Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, hein, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Innocent même des 7 meurtres. C'est sans doute ce qu'il veut dire, oui. On ne pourra jamais en savoir plus, puisqu'ils ont choisi de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais parler.
Mais comment vous expliquez que si Mohamed Merah n'était pas l'auteur des tueries, il soit en possession et d'armes à feu et de films qui apparemment montrent les assassinats? Vous vous souvenez de l'affaire des Irlandais où M. Baril, à l'époque d'ailleurs, s'était fait remarquer avec M. Proutot. Et il s'était avéré que cette soi-disant découverte d'une cache d'armes formidable qui mettait en cause des membres de l'IRA, les Irlandais, c'est des armes qui avaient été déposées par l'équipe de M. Baril et de M. Proutot au domicile de ces Irlandais. Ça arrive quelquefois. Hein. Moi, ce que je trouve qui serait digne, c'est que le parquet, qui a tous les moyens, que n'ont pas des avocats, on va dire, aille au-delà du mur de verre un peu opaque que les services de l'État opposent toujours aux recherches judiciaires. Que tout le monde joue le jeu pour les victimes et puis aussi quand même pour la famille de M. Merah, même si M. Sarkozy s'était permis de dire que c'est quand même honteux que le père d'un assassin ose demander une enquête. Ils l'ont assassiné. Alors après, on invente tout ce que... Et alors, tout le monde descend, tous les partis politiques descendent à Carcassonne. J'y étais. J'assurais la protection de Monsieur le Premier ministre, Monsieur François Fillon, qui est un homme remarquable. Voilà. Alors, les hommes remarquables, on les dézingue. Ah ben, ils auraient très bien pu empoisonner Monsieur Fillon. Ils auraient très bien pu. Ils étaient capables de tout. Voilà. Alors, mon copain Xavier Merlin, grâce à lui, je suis encore en vie, parce qu'il m'a conseillé, et grâce à lui, je suis en vie. Il m'a dit, Marc, ils n'auront jamais ce que tu as dans la tête. Tu sais que les planques, ça dure, mais au bout d'un moment, eh bien, c'est ce qui s'est passé et je leur ai toujours échappé. Il n'y a pas que ça. Je leur ai échappé parce que, personnellement, je suis convaincu que le bon Dieu existe. Je suis redevenu, croyant, pratiquant, comme le colonel Beltrame. Hein? Je préfère pas en parler. Mais lui, comme moi, nous sommes des anciens parents et nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous croyez qu'il est logique qu'un lieutenant-colonel se propose comme otage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout a été préparé. Par mimétisme, j'ai vu passer un certain nombre d'éléments qu'on pourrait dire, non sans plaisanterie, conspirationnistes sur Internet concernant la mort du lieutenant-colonel Beltrame. Et il ne faut pas confondre, on dirait en français, prendre des vessies pour des lanternes et confondre un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Par contre, il faut surtout comprendre l'existence d'une lutte d'influence en France. Donc il se trouve que le lieutenant-colonel Beltrame, je l'ai indirectement connu puisqu'il était un élève de mon ancienne école d'intelligence économique à Versailles. Et c'était quelqu'un de réellement un ami qu'on aurait tous voulu avoir et c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement droit. Ce qui est anormal, c'est qu'en effet, 15 jours avant son meurtre, il a été tué, il a été égorgé. Les médias français ont eu énormément de mal à le dire, mais il a bien été égorgé dans le cadre d'un mouvement tout à fait héroïque où il s'est proposé lui-même d'être échangé à la place d'une otage, il l'a donc sauvé, et il a pris évidemment un risque ultime puisqu'il en est en plus mort. Mais donc il y a des éléments qui sont suspects, à savoir notamment la mort de son père 2 semaines auparavant, qui a été retrouvé noyé dans un canal, et ce genre de façon de mourir n'est pas anodine. Et très souvent, ce sont des signatures, d'assassinats politiques qui, lorsqu'ils sont en relation avec d'autres éléments sensibles, laissent établir un faisceau d'indices graves et concordants permettant d'envisager qu'il puisse y avoir autre chose que juste un meurtre crapuleux, etc. Là, je parle du père d'Arnaud Beltrame. Et il y a également d'autres éléments sensibles sur le fait que, là encore une fois, par mimétisme par rapport aux États-Unis, beaucoup de gens ont vu un peu comme aux États-Unis, il y a parfois des entraînements concernant un type bien spécifique d'attentat, et X temps après, voire même au même moment, arrivent les mêmes faits dans la vie réelle, on le voit depuis le 11 septembre, ou au marathon de Boston ou d'autres choses,
Et comme là, le lieutenant-colonel Beltrame était intervenu dans le cadre d'une simulation auparavant, où justement il occupait à peu près le même rôle qu'il a eu dans la réalité, c'est-à-dire qu'il était échangé en tant qu'otage, en effet, ce genre d'élément, après la mort de son père, c'est un deuxième élément qui rend une partie au moins de l'affaire suspecte. Et si vous ajoutez en plus un certain nombre d'éléments concernant le fait qu'il existait des liens, semble-t-il, nous avons quelques rapports minoritaires concernant des liens qui existaient entre les gens proches, là en l'occurrence le directeur du Super U, avec des gens comme l'ancien Premier ministre Manuel Valls en France, il est possible d'établir un faisceau d'indices graves et concordants qui laisserait envisager que la mort d'Arnaud Beltrame ait pu avoir sa place dans une machination de plus grande ampleur. Tout ceci, ce sont, on va dire, des signaux faibles qu'il faut avoir à l'esprit, sans partir forcément bille en tête, vers une explication qui serait exactement par mimétisme ce qu'il se passe aux États-Unis, à savoir des faux attentats. Et donc j'ai vu des inepties sur Internet, comme le fait que le lieutenant-colonel Beltrame, en fait, ne serait pas mort, qu'il aurait été exfiltré aux îles Mariannes ou dans d'obscures îles américaines, aux Bahamas et compagnie. On fait ça en général pour les gens qui ont déjà servi et surtout pour les gens qui étaient fiables d'un point de vue des réseaux internationalistes. C'est-à-dire que vous trouverez ça par exemple dans l'affaire Schuller-Marshall, les initiés comprendront de quoi je parle, on parle de gens qui sont tout à fait dociles, qui sont mis au frais par la suite. On ne parle pas justement d'une lutte d'influence au sein de l'appareil d'État militaire français, c'est-à-dire que ce genre de thèse complètement fumeuse de petits conspirationnistes qui... C'est le grand problème, c'est ce que disait Erasme, les fictions, l'être humain est ainsi bâti que les fictions font souvent bien plus d'effet sur lui que la réalité. J'ai pas donné les précisions au sujet de mes tentatives d'homicide maquillées en suicide. Donc je vais les donner. Eh bien les précisions, elles sont toutes écrites, elles sont toutes minutées, avec les acteurs de ces complots. Et j'ai amené à l'ambassade de Russie. J'ai été très bien reçu. Ils m'ont écouté. À 3 reprises, je suis allé à l'ambassade de Russie. Bien sûr, on m'a toujours empêché d'y aller. Alors j'y allais avec ma petite 125 Yamaha et je passais tous les feux rouges et personne ne pouvait me suivre. Et je les ai ruiné, parce que maintenant, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, il suffit de demander à l'ambassade de Russie d'avoir ces écrits où tous les noms des fonctionnaires impliqués sont notés. Et alors, ça aussi au Conseil national de transition, et on les a aussi le dossier. Au Conseil national de transition aussi, et j'ai rencontré 4 avocats. Le premier avocat que j'ai rencontré, Maître Gilbert Collard, il a été bien avec moi, parce qu'au début, il m'a aidé et il m'a dit « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui ai dit la tentative d'homicide par balle, j'ai pas rêvé, je l'ai bien pris la balle. Alors je veux déposer plainte. Il m'a dit d'accord, on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine d'après, eh bien, il avait été conseiller et il m'a dit que non, il ne pouvait pas m'aider. Je lui ai dit parce que c'est une affaire d'État. Il m'a dit oui. Eh ben oui. Mais il a été bien, il a été honnête avec moi parce que c'est pas le cas de tous les avocats. Et les victimes du Bataclan qui ont comme avocat Olivier Maurice. Maître Olivier Maurice, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre démarche comme avocat est résolument indépendante. Nous sommes indépendants à tout moment, quel que soit le pouvoir politique en place. Eh bien, je vais vous raconter ce que m'a fait Olivier Maurice. C'est une honte, parce que j'ai eu du mal à le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Monsieur Granier, si vous venez dans mon bureau, vous m'amenez 7 200 €. » Je lui ai dit « Pas de problème. » Ils savaient que je ne les avais pas, les 7 200 €. Ils savent tout. D'un clic, ils vous coupent votre compte en banque et vous ne pourrez plus rien faire. Il faut se réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues qui vont être envoyés par ces mêmes criminels qui ont usurpé le pouvoir
ils vont se servir d'eux contre la tentative qu'on va faire le 5 mai prochain, donc dans 3 jours, d'offrir au peuple de France, enfin, de sortir de toute cette gabegie, de tout ce marasme, de toute cette criminalité qui devient institutionnelle. Eh bien, je vais être solennel. Le 5 mai 2018, c'est-à-dire dans quelques jours, nous nous rassemblons des généraux de l'armée, des généraux de la gendarmerie, des hauts fonctionnaires de police, des hauts magistrats qui individuellement ne peuvent rien faire. Et ils savent que les traîtres à la nation nous envoient dans le mur. Donc, si le 5 mai, nous ne réussissons pas, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Et donc, je leur dis à mes collègues policiers, gendarmes et militaires, ce jour du 5 mai, n'allez pas sur Paris. Alors, PS, d'accord, mais pas les forces d'intervention, pas les forces de sécurité, pas les forces anti-émeutes, parce que nous, personne ne sera armé. Les bérets rouges, les bérets verts viendront avec leurs bérets, moi j'y serai, tantôt avec un béret rouge, tantôt en tenue de policier, mais nous ne serons pas armés. Mon arme, c'est mon bâton télescopique, parce qu'avec ça, je ne peux pas me suicider. Donc, je n'aurai pas d'arme, et les gens qui seront le 5 mai n'ont aucune arme. On aura un certain nombre de généraux de la gendarmerie, de magistrats, etc., qui seront avec nous, et beaucoup de femmes de policiers qui se sont engagés à être aussi avec nous. Ce qui veut dire qu'en fait, les CRS qui vont être envoyés risquent de s'en prendre aux femmes de leurs collègues, de s'en prendre à leurs supérieurs, qui sont intègres et défendent la nation. Et ceux-là vont défendre le Conseil national de transition, vont être dans nos rangs. Les policiers qui viendront, nous serons pour la paix, nous ne serons pas armés, nous n'allons pas violenter les forces de police. Les policiers qui viendront ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Je leur demande de ne pas écouter les ordres de la hiérarchie franc-maçonne, parce que ceux-là sont des traîtres à la nation. Et ceux qui vous obligeront à y aller, je vous le garantis, vous n'aurez pas d'excuses. Si vous y êtes, c'est que vous aurez voulu, parce que je vous ai prévenu. Moi, je suis qu'un petit trou du cul, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Merci, Marc. Une dernière chose, je lance un appel à l'ancien Premier ministre, M. François Fillon. Je lance un appel à l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati. Et je lance un appel à Marion Maréchal Le Pen, que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale, pour qu'il fasse un communiqué de presse pour faire savoir au monde entier que le Conseil national de transition existe. Je vous demande du courage, il faut du courage, mais faites-le. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je sais que vous êtes comme moi, que vous êtes chrétien, je le sais. Parce que je me renseigne et je sais. Alors, sauvez la France, et pour sauver la France, bien sûr que vous n'allez pas venir avec nous, mais informez la presse que ça existe, afin que la presse soit obligée d'informer les Français. Parce que, pour vous dire, j'ai amené à Motojournal, j'ai amené à Motorevue, j'ai amené au Progrès, à Lyon, qui m'avait sorti un article remarquable en 82 à la suite de ma victoire aux 24 heures de Barcelone, comptant pour le championnat du monde d'endurance. Il m'avait fait une pleine page, il m'avait mis en première page. J'étais un policier motocycliste qui brillait en compétition, mais à l'époque, les motocyclistes policiers, on ne leur jetait pas des pierres dessus.
Et pourquoi on leur jette des pierres dessus? Parce que Sarkozy a fait la sanction automatique et c'est inadmissible. Un policier, il est seul juge. Et donc, je vous dis, tous les Français qui m'écoutaient, hein, la sécurité routière sera faite par des anciens motards de la police nationale, des anciens motards de la gendarmerie nationale, et ça va changer, ça va être fini ces conneries de 51 à l'heure et bing, et on vous prend, et on vous prend, et on vous prend. Vous en avez jamais assez qu'on vous prenne de partout. C'est bon, réveillez-vous, venez avec nous.